un brigadier général descendit d'une jeep à un poste de commandement dans la ville belge de Saint-Vith. Derrière lui se trouvaient 3 hommes, un officier des opérations, un aide de camp et un chauffeur. Nous étions le 17 décembre 1944. La plus grande offensive allemande depuis la Normandie faisait rage depuis 24 heures. Le général debout dans la neige était sur le point de devenir la seule chose entre 100 000 soldats allemands et l'effondrement du front allié. Son nom était Bruce C. Clark. Personne dans la presse américaine n'avait jamais entendu parler de lui. Personne dans le haut commandement allemand ne connaissait son nom. Même la plupart des soldats qu'il s'apprêtait à commander n'avaient jamais vu son visage. À l'intérieur du poste de commandement, le major général Alan Jones avait l'air d'un homme qui regardait tout s'effondrer. Sa 106e division d'infanterie était mise en pièces. 2 de ses 3 régiments étaient encerclés sur la crête du Schnee Eifel, à l'est de la ville. La communication avec eux était interrompue. Les blindés allemands poussaient à travers des brèches que son infanterie ne pouvait pas colmater. Jones se tourna vers Clark et dit qu'il avait joué ses dernières cartes. Clark était venu à Saint-Vith en pensant simplement passer par là en route vers une affectation de routine. Au lieu de cela, il héritait d'une catastrophe. Son combat commun, le CCB de la 7e division blindée, était encore à des heures de là, bloqué sur des routes encombrées de soldats en retraite et de civils fuyants. Il n'avait pas de troupes, pas de position préparée, aucun renseignement sur ce qui arrivait. Mais il savait une chose. Les Allemands avaient déjà 24 heures de retard sur leur calendrier. Ils avaient besoin de la ville immédiatement. Ils avaient toute une armée blindée pointée sur elle. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'homme qui se tenait dans ce poste de commandement avait déjà battu leur général commandant une fois auparavant. L'offensive allemande s'appelait Wacht am Rhein, garde sur le Rhin. Le plan d'Hitler pour diviser les armées alliées, capturer le port d'Anvers et forcer une paix négociée. L'effort principal traversait la forêt ardennaise en Belgique. 3 armées allemandes attaquant sur un front de 100 km. L'objectif le plus critique dans les premières 48 heures était une petite ville belge que la plupart des Américains n'avaient jamais entendu nommer. Saint-Vith se trouvait au carrefour de 7 routes principales et de 2 lignes de chemin de fer. Chaque division allemande poussant vers l'ouest avait besoin de ces routes. Sans Saint-Vith, l'offensive s'enliserait dans ses propres embouteillages. Le général Hasso von Manteuffel commandait la 5e armée blindée, la plus forte des 3 armées allemandes dans les Ardennes. Ses ordres étaient explicites. Saint-Vith devait tomber le premier jour. Manteuffel avait lui-même planifié le calendrier. Ses divisions de tête devaient percer les lignes américaines faiblement tenues, contourner la résistance si possible et s'emparer du carrefour routier avant que les Américains ne puissent organiser une défense. Le 16 décembre à 18 heures, les chars allemands étaient censés rouler à travers Saint-Vith en direction de l'ouest. Le calendrier ne permettait aucun retard, chaque heure comptait. Mais dans l'après-midi du 17 décembre, le calendrier de Manteuffel dérapait déjà. Les Américains se battaient plus durement que prévu. Les embouteillages sur les routes étroites de la forêt ralentissaient ces blindés. Et maintenant, un général dont il n'avait jamais entendu parler se tenait à Saint-Vith avec 3 hommes. Manteuffel aurait dû entendre parler de Bruce Clark. La dernière fois que l'unité de Clark s'était dressée sur son chemin, cela lui avait coûté 200 chars. 3 mois plus tôt, en septembre 1944, dans les champs de Lorraine, à l'est de la France, Clark avait commandé le combat commun A de la 4e division blindée. Pendant certains des combats de chars les plus violents du front ouest, son adversaire dans la boue de Lorraine était le même homme qui avançait maintenant dans la neige des Ardennes. Manteuffel lança vague après vague de panzers contre les positions de Clark pendant 2 semaines. Des brigades fraîches, précipitées d'Allemagne avec l'ordre de stopper net l'avance américaine. Clark ne combattait pas comme les commandants allemands s'y attendaient. Il refusait de tenir des positions fixes et d'attendre le choc. Au lieu de cela, il développa ce qu'il appelait la défense mobile. De petits groupes de Sherman se déplaçant constamment entre des positions de tir, apparaissant sur une route, détruisant un panthère, disparaissant, réapparaissant sur une autre route à 3 km de là, les tankistes allemands rapportèrent des blindés américains partout. Ils ne pouvaient pas localiser la force de Clark parce que Clark ne restait jamais assez longtemps au même endroit pour être compté. Quand ce fut fini, les pertes de Manteuffel étaient stupéfiantes. Clark perdit moins de 50 Sherman.
La victoire à Haraucourt fit de Clark l'un des commandants blindés les plus expérimentés de l'armée américaine. En décembre 1944, il avait été transféré à la 7e division blindée, commandant le combat Commande B. Mais il n'était pas célèbre. Il n'était pas flamboyant. Il ne donnait pas d'interviews et ne cultivait pas les journalistes. C'était le genre de général qui gagnait des batailles et laissait les autres en tirer le crédit, ce qui explique pourquoi personne chez lui ne connaissait son nom et pourquoi personne dans le haut commandement allemand ne reconnut la menace quand Clark se présenta à Saint-Vith avec 3 hommes dans une Jeep. Clark avait reçu l'ordre de déplacer son combat commun à travers Saint-Vith vers une position plus à l'est. Une simple marche routière de routine, rien d'urgent. Puis il entra dans le poste de commandement de Jones et réalisa qu'il n'y avait plus d'est. Plus à l'est, c'était l'ennemi. Jones était brisé. Sa 106e division d'infanterie n'était en ligne que depuis 5 jours quand l'offensive avait frappé. La plupart de ces hommes n'avaient jamais entendu un coup de feu en combat. Maintenant, 2 régiments étaient encerclés et le 3e tenait à peine. Jones dit à Clark qu'il lui confiait la responsabilité de la défense de Saint-Vith. Clark essaya d'expliquer que son combat commun, environ 2500 hommes avec des chars et de l'infanterie blindée, était encore sur la route au nord de la ville, bloqué dans d'immenses embouteillages. Cela n'avait pas d'importance. Jones n'avait plus rien à donner. La passation était informelle. Pas d'ordres écrits, pas de briefing détaillé, juste un général disant à un autre que la situation était désespérée et que la défense était maintenant son problème. Clark sortit et regarda vers l'est. Quelque part dans la forêt, les divisions blindées de Manteuffel se rapprochaient. Il avait 3 hommes et une radio. Le CCB n'arriverait pas avant le soir au plus tôt, peut-être pas avant le matin. Clark commença à faire la seule chose qu'il pouvait faire. Il rassembla chaque unité égarée qu'il pouvait trouver, des ingénieurs, du personnel du quartier général, des traînards d'unités brisées, et les positionna sur les routes menant à la ville. Ces forces de fortune n'allaient même pas arrêter une armée blindée, mais elles pouvaient gagner des heures, et des heures étaient tout ce dont Clark avait besoin. Le CCB commença à arriver tard dans la soirée du 17 décembre. Environ 2500 hommes, des chars, de l'infanterie blindée, des ingénieurs, de l'artillerie. Ce n'était pas grand-chose contre une armée blindée entière, mais Clark n'avait pas besoin d'une armée. Il avait besoin d'assez de force pour faire croire à Manteuffel qu'il en avait une. Clark organisa sa défense immédiatement. Pas de sommeil, pas de reconnaissance. Il plaça les unités en se basant sur l'étude des cartes, un instinct forgé par des décennies d'expérience de la guerre blindée. Il ne s'enterra pas. Ce fut la décision cruciale. Un commandant conventionnel aurait établi une ligne défensive fixe à l'est de Saint-Vith et ordonné à ses hommes de la tenir. Clark savait qu'une ligne statique serait identifiée, ciblée et submergée en quelques heures. Au lieu de cela, il mit en place la même défense mobile qui avait détruit les chars de Manteuffel à Haraucourt. De petites équipes blindées positionnées au carrefour routier clé avec pour ordre de frapper fort puis de se déplacer. Ne jamais rester assez longtemps au même endroit pour que les Allemands puissent se concentrer contre vous. Replier quand la pression devient trop forte, puis contre-attaquer quelque part d'inattendu. Faire en sorte que l'ennemi chasse des fantômes. Ces équipages de chars travaillèrent toute la nuit. Ils apprirent les routes, identifièrent des itinéraires alternatifs, planifièrent des chemins de repli. À l'aube du 18 décembre, Clark avait construit quelque chose qui ressemblait sur le papier à un désastre en préparation. 2 compagnies de chars, de l'infanterie dispersée, pas de ligne défensive continue, des brèches partout. Mais Clark n'avait pas besoin d'un mur. Il avait besoin d'une ombre qui ressemble à un mur. Le 18 décembre, les forces allemandes touchèrent les positions de Clark pour la première fois. Des panzergrenadiers poussèrent sur les routes depuis l'Est, s'attendant à balayer le mince écran que les Américains avaient laissé. Ils tombèrent sur des Sherman. Les chars de Clark tirèrent depuis des positions dissimulées, détruisirent les véhicules de tête, puis se replièrent avant que les Allemands ne puissent appeler l'artillerie. 30 minutes plus tard, ces mêmes chars apparurent sur une route différente, à 3 kilomètres au nord, et frappèrent une colonne allemande sur le flanc. L'effet était autant psychologique que physique. Les commandants allemands rapportèrent des blindés américains sur tout leur front. Ils ne pouvaient pas identifier les limites de la force à laquelle ils faisaient face, parce qu'il n'y avait pas de limite.
Clark avait 2 compagnies de chars faisant le travail d'un régiment. Il se déplaçait constamment, ne s'engageant jamais plus de quelques minutes avant de se déplacer. Les officiers du renseignement allemand essayèrent de donner un sens aux rapports qui affluaient de leurs unités avancées. Des chars américains ici, des chars américains là, de l'infanterie blindée bloquant cette route, une contre-attaque sur cette route. Leur conclusion était exactement ce que Clark voulait. Ils rapportèrent à Manteuffel qu'il faisait face à une force blindée américaine substantielle, peut-être un corps d'armée entier retranché autour de Saint-Vith. Manteuffel ajusta ses plans en conséquence. Au lieu d'une poussée rapide à travers un point faible, il commença à préparer un assaut délibéré contre ce qu'il croyait être une position défensive majeure. Il commença à attirer des divisions supplémentaires vers Saint-Vith. Des forces qui étaient censées pousser vers l'ouest en direction de la Meuse étaient maintenant redirigées pour briser le corps fantôme de Clark. Chaque division que Manteuffel redirigeait était une division qui ne menaçait pas l'arrière allié. Et chaque heure qu'il passait à planifier un assaut délibéré était une heure que les Alliés utilisaient pour organiser leur réponse. Le 19 décembre, le désastre fut scellé. Les 2 régiments de la 106e division d'infanterie qui avaient été encerclés sur le Schnee-Eifel se rendirent. Plus de 7000 soldats américains marchèrent vers la captivité allemande. Ce fut la plus grande reddition massive de troupes américaines sur le théâtre européen. Le flanc de Clark cessa d'exister du jour au lendemain. Les unités qui tenaient des positions au nord et au sud de lui avaient disparu. Les forces allemandes se déversèrent à travers les brèches. Elles contournèrent Saint-Vith des 2 côtés, se dirigeant vers l'ouest. Clark était maintenant une île. Sa petite force tenait la ville et le carrefour routier pendant que les divisions allemandes défilaient de chaque côté. Il était encerclé sur 3 côtés et sa ligne de ravitaillement vers l'ouest se rétrécissait d'heure en heure. Toute évaluation rationnelle disait que Clark devait se replier. Il était en infériorité numérique, surpassé en puissance de feu, et les unités censées protéger ses flancs s'étaient soit rendues, soit avaient été détruites. Clark resta. Il ajusta son périmètre. Il retira ses positions les plus exposées et resserra la défense autour du carrefour routier lui-même. Il ne pouvait pas tout tenir, mais il pouvait tenir assez pour garder les routes bloquées. Le brigadier général Robert Hasbrouck, commandant l'ensemble de la 7e division blindée, gérait la logistique et la coordination politique avec le quartier général supérieur. Clark dirigeait le combat, et le combat était sur le point de devenir bien pire, car Adolf Hitler venait d'apprendre que son calendrier avait 3 jours de retard et il envoyait sa masse d'armes personnelles pour résoudre le problème. La brigade Führer-Begleit n'était pas une unité normale, c'était la formation d'escorte personnelle d'Hitler élargie en une brigade blindée complète et envoyée dans les Ardennes avec une seule mission. Son commandant était le colonel Otto Ernst Römer, le même officier qui avait écrasé le complot du 20 juillet contre Hitler en sécurisant Berlin pour le régime nazi. Römer était un vrai croyant. Sa brigade était bien équipée, à effectif complet et motivé. Ils avaient été tenus en réserve spécifiquement pour des situations comme celle-ci. Quand l'offensive rencontrait un obstacle que les forces régulières ne pouvaient pas surmonter, cet obstacle était Bruce Clark. Hitler était furieux que Saint-Vith n'ait toujours pas été prise. Tout son calendrier dépendait de ses routes. La brigade Führer-Begleit était sa réponse. Écraser tout ce qui tenait la ville et remettre l'offensive en mouvement. La brigade de Römer rejoignit l'assaut contre le périmètre de Clark le 20 décembre. Des troupes fraîches, des chars frais contre une force qui se battait sans repos depuis 3 jours. Clark sentit immédiatement l'augmentation de la pression. Les attaques de sondage devinrent des assauts de grande ampleur. Les barrages d'artillerie allemands s'intensifièrent. Ces hommes étaient épuisés. Les munitions s'épuisaient. Chaque perte était irremplaçable car il n'y avait pas de réserve en route. Clark faisait maintenant face à ce que l'Allemagne avait de meilleur et sa force diminuait d'heure en heure. Le 21 décembre, Clark prit la décision qui allait définir la défense de Saint-Vith. Il ne pouvait pas tenir son périmètre actuel. Il était trop grand pour sa force qui rétrécissait. Il se contracta dans ce que le quartier général appellerait plus tard l'œuf fortifié, un périmètre défensif de forme ovale centré sur les approches ouest de Saint-Vith. Des lignes plus resserrées, des distances plus courtes entre les unités,
moins de brèches à exploiter pour les Allemands. Chaque position qu'il abandonnait signifiait céder du terrain qu'il ne pourrait pas reprendre, mais chaque position qu'il tenait signifiait étirer ses hommes plus minces. Clark choisit la concentration plutôt que la couverture. Il rassembla ses forces restantes dans la zone défendable la plus petite possible et leur dit de tenir. Hasbrouck gérait la relation de plus en plus difficile avec le commandement supérieur. Le 18e corps aéroporté, sous les ordres du général Matthew Ridgway, avait maintenant autorité sur la zone de Saint-Vith. Ridgway voulait que Clark tienne aussi longtemps que possible, mais préparait des plans de repli si la situation devenait intenable. Clark ne pensait pas encore au repli. Il pensait à faire payer chaque mètre aux Allemands. À l'intérieur de l'œuf, ses équipages de chars étaient réduits à des charges partielles de munitions. Son infanterie se battait dans les mêmes positions depuis des jours sans rotation. L'évacuation médicale devenait impossible à mesure que le périmètre rétrécissait. Mais le carrefour routier était toujours bloqué. Les forces de Manteuffel ne pouvaient toujours pas utiliser les 7 routes de Saint-Vith pour pousser vers l'ouest. Et chaque heure que Clark tenait était une heure que Patton utilisait pour faire pivoter la 3e armée vers le nord, en direction du flanc allemand. Des éléments du 87e escadron de reconnaissance de cavalerie tenaient l'une des sections les plus exposées du périmètre de Clark. Le détachement était arrivé à Saint-Vith avec 7 officiers et environ 150 hommes. Le 22 décembre, il n'avait plus d'officiers. 30 hommes combattaient encore. Pas 30 hommes encore en vie. 30 hommes toujours sur la ligne, tirant toujours, tenant toujours leur secteur. Des sergents commandant ce qui avait été des pelotons, des caporaux dirigeant ce qui restait de sections. Ils n'étaient pas uniques. Chaque unité dans l'œuf était en train d'être consumée. Les équipages de chars combattaient jusqu'à ce que leurs véhicules soient détruits, puis combattaient comme infanterie. Les ingénieurs posaient des mines, puis ramassaient des fusils. Les cuisiniers et les commis comblaient les brèches dans la ligne. Clark lui-même n'avait pas dormi dans un bâtiment depuis le 17 décembre. Cette nuit, dans sa Jeep, conduisant d'une position à l'autre, vérifiant ses unités, prenant des décisions qui déterminaient qui vivrait et qui mourrait. Il aurait pu utiliser un poste de commandement dans un bâtiment chaud. D'autres généraux le faisaient. Clark ne le ferait pas. Ses hommes dormaient dans des trous individuels gelés par des températures glaciales. Il dormirait dans sa Jeep. Cette nuit, dans le même froid que ses soldats enduraient. Le coût humain était stupéfiant. Le commandement de Clark subit des pertes dévastatrices en 7 jours. Selon certaines estimations, les pertes dans le secteur de Saint-Vith dépassèrent les 2000 hommes, tués, blessés et disparus. Mais la défense tenait, et chaque jour qu'elle tenait était un jour de plus que Manteuffel prenait de retard sur le calendrier dont dépendait toute l'offensive allemande. 22 décembre. Manteuffel commit tout ce qui lui restait contre l'œuf, infanterie, blindés et artillerie dans un assaut coordonné depuis 3 directions. Les obus allemands déchirèrent le périmètre de Clark. Les panzergrenadiers poussèrent dans les brèches. Les chars avancèrent dans la neige. La ligne défensive plia à plusieurs endroits. L'infanterie allemande pénétra dans des positions qui avaient tenu pendant 5 jours. Clark se déplaça personnellement entre les secteurs menacés, redirigeant ses réserves diminuées. Il n'y avait pas de réserve dans un sens significatif. Clark retirait des hommes de secteurs calmes et les jetait sur les brèches, espérant que les secteurs calmes le resteraient assez longtemps. À la tombée de la nuit, le côté et de l'œuf s'était effondré. Les troupes allemandes étaient à l'intérieur du périmètre. Le carrefour routier que Clark avait tenu pendant 6 jours était sur le point d'être submergé. Ridgway prit la décision. Replier. Clark avait fait tout ce qu'on lui avait demandé, et plus encore. La défense de Saint-Vith avait gagné 6 jours critiques. Maintenant, il devait faire sortir ses hommes survivants avant que l'œuf ne devienne une tombe. Le problème était que sortir vivant pourrait être plus difficile que de tenir. 23 décembre. Clark exécuta un repli sous pression que les historiens militaires appelleraient en plus tard l'une des meilleures opérations de retraite de la guerre. Ce n'était pas une fuite. C'était un mouvement planifié et discipliné, mené en plein jour avec les forces allemandes pressant de 3 côtés. Le plan de Clark était méthodique.
Les véhicules sortaient un par un du côté ouest du périmètre pendant qu'une arrière-garde sur le côté et continuait à combattre. L'arrière-garde ne se contenta pas de tenir ses positions. Elle simula l'activité d'une ligne défensive complète. Des mitrailleuses tiraient depuis des positions qui avaient déjà été évacuées. Des mortiers tiraient depuis des emplacements préenregistrés avec des équipes squelettiques. Les hommes laissés derrière firent assez de bruit et assez de feu pour convaincre les commandants allemands que toute la force américaine était toujours en place. Quand les Allemands réalisèrent que Clark partait, la majeure partie de sa force survivante s'était déjà glissée à travers le corridor qui se rétrécissait vers l'ouest. L'arrière-garde partit la dernière, se déplaçant à travers la neige pour rejoindre le corps principal. Tous les hommes n'y parvinrent pas. Certaines positions d'arrière-garde furent submergées avant de pouvoir se replier, mais le gros de la force de Clark s'échappa intact avec ses véhicules et ses blessés. Ils se reformèrent derrière la nouvelle ligne défensive qui avait été établie plus à l'ouest. Derrière eux, les forces de Manteuffel contrôlaient enfin les dernières positions américaines à l'ouest de Saint-Vith. Les routes étaient ouvertes, 7 jours après que les Allemands étaient censés prendre la ville en un après-midi. Le lendemain soir, c'était la veille de Noël. Dans la soirée du 24 décembre 1944, Hasso von Manteuffel contacta l'aide de camp d'Hitler à la tanière du Loup. Son message était brutal. Il recommandait d'annuler toute l'offensive des Ardennes, 7 jours. Un brigadier général avec une force de fortune de 2500 hommes avait coûté une semaine entière à la 5e armée blindée. Le calendrier dont dépendait l'offensive était détruit sans espoir de rétablissement. Pendant que Clark tenait Saint-Vith, Patton avait fait pivoter la 3e armée de 90 degrés vers le nord et attaquer le flanc sud allemand. Montgomery avait organisé l'épaulement nord. La 101e aéroportée s'était retranchée à Bastogne et avait refusé de céder. Mais ces réponses prirent du temps. Le temps que Clark avait acheté avec du sang. La défense de Saint-Vith n'avait pas seulement retardé une armée allemande, elle avait brisé l'échine de toute l'offensive. Le trafic qui aurait dû couler vers l'ouest fut paralysé sur des kilomètres derrière la ville. Manteuffel avait brûlé son précieux carburant et son temps à combattre un fantôme. Eisenhower appellera plus tard la défense de Saint-Vith le tournant de la bataille des Ardennes, mais presque personne ne s'en souvient. L'histoire des Ardennes est devenue l'histoire de Bastogne, de la 101e aéroportée encerclée et provocatrice, de la réponse légendaire d'un mot de Macauliffe à la demande de reddition allemande. Bastogne était une attaque secondaire. Les Allemands la voulaient, mais n'en avaient pas besoin. Saint-Vith était l'effort principal. Toute l'offensive dépendait de ses routes. Clark avait tenu l'attaque principale pendant 7 jours et personne n'avait appris son nom. Macauliffe avait dit un mot et était devenu immortel. En 1965, plus de 20 ans après la bataille, une équipe de documentaristes réunit 2 généraux à la retraite à Watertown, dans l'État de New York. Bruce Clark et Hasso von Manteuffel, l'homme qui défendit Saint-Vith et l'homme qui tenta de la prendre. D'anciens ennemis, maintenant citoyens de nations alliées. Manteuffel regarda Clark et lui dit quelque chose que personne n'avait su pendant 2 décennies. Les services de renseignement allemands avaient estimé qu'il combattait tout un corps d'armée américain à Saint-Vith. Pas un combat commun, pas 2500 hommes, un corps. Les 2 compagnies de chars de Clark avaient trompé toute la 5e armée blindée. Manteuffel dit à Clark que la défense de Saint-Vith avait ruiné le plan allemand, pas retardé. Ruiné. Toute l'offensive était morte parce qu'un général avec presque rien avait forcé Manteuffel à se battre pour une ville qu'il était censé prendre en un après-midi. Clark écouta tranquillement. Il avait 63 ans à l'époque, à la retraite, vivant sans célébrité. Il n'avait jamais donné d'interview auto-promotionnelle après la guerre, jamais écrit de mémoires à succès, jamais apparu à la télévision pour revendiquer le mérite. Les voix les plus fortes dans l'histoire des Ardennes appartenaient à Macauliffe et Montgomery. Clark fit simplement le travail et rentra chez lui. Ces hommes savaient ce qui s'était passé à Saint-Vith. Les survivants du 87e de reconnaissance le savaient. Les équipages de chars qui avaient parcouru ces routes pendant 7 jours d'affilée le savaient. Manteuffel le savait. Il avait fallu que le commandant ennemi lui-même, assis en face de lui 20 ans plus tard, confirme enfin ce que Clark avait accompli.